1,2 million de personnes dans la bande de Gaza risquent de faire face à la famine, alerte les agences onusiennes. Depuis près de 9 mois maintenant, la géopolitique du chaos mise en place par l'entité sioniste n'a plus de limite. Alors que son œuvre ou son offensive génocidaire se poursuit, le bilan des martyrs ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. Et dans son œuvre macabre, l'entité sioniste use de tous les moyens, armes prohibées, non-respect du droit humanitaire international, non-respect du droit international tout court. Et voilà que s'ajoute à cela la famine de masse, à cet arsenal déjà trop lourd. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture des génocides que subit actuellement la bande de Gaza. La situation humanitaire plus que alarmante et puis les menaces d'expansionnisme de l'entité sioniste sur le sud Liban. Et pour en parler de ces deux sujets, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Khaled Ben Bouterif, médecin humanitaire qui me rejoint depuis la Jordanie où il se trouve, plus précisément à Amman, pour rejoindre demain la bande de Gaza en tant qu'humanitaire. Bonsoir, docteur Ben Bouterif. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, madame. Oui, je suis ravi de pouvoir témoigner de Amman, là où je me retrouve, pour rentrer demain, Inch'Allah, à Gaza. Très bien, j'aurai également le... Pardon ? Pour un mois. Où nous sommes attendus pour un mois. J'espère qu'on aura votre témoignage, même quand vous serez dans la bande de Gaza, docteur. J'aurai également le plaisir ce soir d'être accompagné de Youssef Boussoumah, militant antisioniste qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir, monsieur Youssef Boussoumah. Merci d'avoir... Bonsoir. Alors, docteur Ben Bouterif, j'entame cette émission avec vous. Est-ce que je rappelle que vous êtes déjà parti dans la bande de Gaza, vous connaissez le terrain dans la bande de Gaza, vous avez des collègues à vous qui se déploient et qui ne cessent de faire cet effort d'apporter de l'aide au peuple palestinien meurtri dans sa chair. Est-ce que vous pouvez nous décrire ou témoigner de la situation dans la bande de Gaza ? En effet, nous sommes partis pour la première mission du 22 janvier 2024 au 6 février 2024. Nous étions partis de Paris à 7, une infirmière et ses médecins. Et nous avons rejoint le reste de l'équipe. On était à 21 en tout, avec 6 Américains, 6 Jordaniens et 4 Anglais. Et nous avons pu nous rendre à Gaza à travers le passage de Rafah, donc à travers la frontière égyptienne, et nous sommes restés à l'hôpital européen qui se trouvait à Khan Younes, lieu le moment où il y avait une grande bataille qui a duré plusieurs jours sur Khan Younes justement. On n'était pas très loin des combats, les bombardements étaient vraiment à proximité. Les malades et surtout les blessés qui n'arrêtaient pas d'affluer sur l'hôpital. C'était déjà une situation très difficile. Moi, je pouvais pas dire que c'était dramatique ou c'était tragique. Ça dépassait. Je pense que c'était plutôt chaotique. Donc, un point où toute organisation était difficile et le travail en soi lui-même était du quasi impossible parce que les conditions n'étaient pas du tout données, n'étaient pas respectées, que ce soit la sécurité, que ce soit la disponibilité de médicaments, la disponibilité de places. L'hôpital était squatté totalement par les réfugiés. On avait un hôpital de 300 lits qui accueillait 900 blessés et malades. Et en plus des blessés et malades, on avait entre 2000 et 3000, je dirais 3000 réfugiés déportés de la population qui était dans les couloirs, dans les salles d'attente, dans les cages d'escalier, et même les ascenseurs étaient squattés. Donc c'était que de par ça, c'était très difficile de travailler dans un espace réduit où il y avait une population, une surpopulation incroyable. Monsieur Ben Bouterif, vous êtes engagé auprès du peuple palestinien bien avant le début de ces génocides, le 7 octobre. Est-ce que vous pouvez faire un comparatif de la situation à Gaza avant le 7 octobre et aujourd'hui? Je parle notamment des infrastructures hospitalières. L'ONU a prévenu 70% d'entre elles sont quasiment non fonctionnelles aujourd'hui.
Moi, je suis là pour témoigner de la situation sanitaire et donc humanitaire. Oui, à l'arrivée déjà, en fin de mois de janvier, il y avait 82% des infrastructures hospitalières et le reste, que ce soit les maisons, les administrations, les structures d'accueil, qui étaient détruites, qui étaient rasées. Les hôpitaux, il y avait de la taille de l'hôpital européen, il y en avait je crois 12. C'était le seul qui n'a pas été, et jusqu'à maintenant, il n'a pas été bombardé, et donc pas détruit. Tous les autres ont été bombardés, brûlés, assiégés, ou à plusieurs reprises endommagés. Et l'exemple de l'hôpital Nasser, qui a été envahi et que tout a été détruit à l'intérieur. Et là, de nouveau, on essaye de travailler, parce que j'ai des amis, l'équipe qui est rentrée il y a une semaine, qui sont à l'hôpital de Nasser, qui essayent de reprendre le travail avec quasiment l'absence totale de tout le matériel nécessaire. Voilà un petit peu sur le plan sanitaire. Sur le reste, c'est la même chose. On a les camps de réfugiés qui sont dans des étendues jusqu'à l'horizon, avec un manque total de structures, de prise en charge, pas d'eau, pas d'évacuation, pas d'électricité, pas de chauffage durant les journées d'hiver sur lesquelles on était sur Gaza, à Khan Younes ou à Rafah. Très bien, monsieur. Monsieur Ben Boutrif, l'UNICEF fait état de 17 000 enfants, de mères, de femmes enceintes qui risqueraient de faire face non seulement à la famine, ajoutant que l'UNICEF s'occupait de près de 5 000 enfants dont ils n'ont plus de nouvelles aujourd'hui. Est-ce que finalement, cette situation, on peut dire qu'elle est plus qu'alarmante, et finalement, qui peut déclarer l'état de famine aujourd'hui à Gaza? Déjà au mois de janvier, il y avait déjà de la famine qui était connue dans le nord, mais qui commençait à frapper le sud de la même façon. Actuellement, les choses se sont dégradées encore plus, que ce soit pour la famine, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour le ravitaillement en eau, parce que le peu de stabilité qui a été acquise et les œuvres humanitaires et les secours qui se sont déployés sur Rafah, de nouveau la population a été déportée et donc de nouveau il n'y a plus d'eau et de nouveau il faut courir pour ravitailler ces gens avec des difficultés énormes. Plusieurs associations, plusieurs organisations non gouvernementales qui essayent justement de venir en aide à cette population qui n'a rien demandé. J'insiste sur l'humanitaire, j'insiste sur la situation sanitaire qui touche cette population civile. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous faire un témoignage de la situation des enfants? On a vu des images qui viennent de défiler actuellement sur notre écran. Les enfants sont les plus touchés. On a vu aussi au mois de janvier, durant le mois de mars, des nourrissons mourir dans les hôpitaux, notamment dans les hôpitaux de l'Aouda ou encore dans les hôpitaux de Khan Younes, dans les hôpitaux du nord de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous faire un focus sur ces 17 000 enfants menacés aujourd'hui? Le nombre d'enfants tués, donc, il est connu. Donc, on a dépassé les 15-16 000. Le nombre d'enfants amputés, on a dépassé les 5 000. Le nombre d'orphelins des deux parties, c'est 19 000. Les enfants, ils sont touchés en premier par la famille. Les enfants, les nouveau-nés, on a reçu à l'hôpital même des nouveau-nés qui sont morts dans la nuit. Ils étaient nés le même jour et on a laissé repartir les mamans à 1h30, 2h après l'accouchement, faute de place, faute de moyens, faute d'électricité. Et les nouveau-nés étaient revenus le soir, morts d'hypothermie. Donc, il y a une situation plus qu'urgente, il y a une situation dramatique et chaotique. Car c'est indescriptible, impensable qu'on arrive à cette situation et que l'humanité n'arrive pas à solutionner, à trouver un minimum de prise en charge, un minimum de dignité, un minimum de solidarité avec l'humain, avec son prochain. C'est impensable.
Monsieur Docteur Bemboutrif, vous parlez de solidarité, vous parlez d'humanisme, des valeurs qui sont censées être les fonds baptismaux de l'humanité. Cela dit, il semble que pour la moitié de l'humanité, je ne parle pas des peuples, je parle des politiques, cette situation ne prévaut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de relais de l'entité sioniste qui tentent de nier ce que subit la bande de Gaza, mais vous, aujourd'hui, vous confirmez que la situation humanitaire est plus qu'alarmante et plus que dramatique, n'est-ce pas? Quand on est revenu, pour nous, on était unanime, toute l'équipe et toutes les équipes qui sont revenues, on était unanime, on avait la chose à demander en urgence, c'est le cessez-le-feu urgent et permanent pour pouvoir justement venir en aide, pour pouvoir secourir cette population civile martyrisée, meurtrie, exterminée, et on n'avait pas peur des mots. Il y a une extermination parce que c'est ce qu'on a constaté sur place. Et on évite de rentrer dans les jeux de mots. Il y avait une population qui était martyrisée, qui était déplacée, qui était privée de toutes les conditions dignes de la vie d'un humain. Donc le respect, l'électricité, le chauffage, la nourriture et l'eau. Tout ça n'était pas à disposition de cette population que jusque-là arrivait à vivre avec un blocus, pour rappeler, qui dure depuis plus de 17 ans. Très bien, monsieur Docteur Bemboutrif, justement, vous avez parlé de ce blocus et de cette situation qui a fait descendre la population de Gaza aux enfers. Est-ce que finalement, aujourd'hui, est-ce que les agences onusiennes, je rappelle que beaucoup d'humanitaires, ça a été le génocide le plus meurtrier, même vis-à-vis des humanitaires. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui aussi les humanitaires qui continuent à faire preuve de courage et à s'armer de courage et se déployer dans la bande de Gaza en aide aux Palestiniens? La chose qui donne de l'espoir, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont là, qui sont volontaires pour partir, pour aider, et rien d'autre qu'aider, apporter secours, soigner cette population qui vit l'enfer depuis des décennies, parce que la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, la guerre a commencé, on le sait bien, il y a des décennies. Et là, on est révolté par justement l'absence du reste de l'humanité, des députés, des politiques, des élus, de l'élite de cette humanité, que ce soit les médias internationaux, que ce soit les penseurs, les scientifiques, l'avant-garde de l'humanité n'est pas impliquée pour défendre cette population qui souffre. Cette population souffre, elle n'a rien demandé à personne. Elle se trouve là par hasard. Elle se trouve là comme elle aurait pu se trouver ailleurs. C'est dramatique de voir cette population qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait et qui est en train d'être exterminée. Monsieur Bemboutrif, j'ai une dernière question, toujours dans le cadre humanitaire. Dans l'optique où cette offensive génocidaire sioniste, il y a une escalade au sud du Liban, est-ce que la situation humanitaire au sud du Liban risquerait d'alerter aussi les agences onusiennes ou vous, les humanitaires déployés sur place? Plus la guerre va s'étendre, plus les drames vont être généralisés et être plus graves, plus difficiles à prendre en charge. Ça, c'est certain. Donc, il y a des déplacés déjà sur le sud du Liban. Et il y a beaucoup de camps de réfugiés. Si la guerre va éclater et s'il y a d'autres belligérants qui vont s'engouffrer dedans, c'est sûr que les dégâts, c'est sûr que les souffrances seront sans conséquences, avec des conséquences dramatiques. Très bien. Monsieur Youssef Bousmah, à la lumière du témoignage qu'on vient d'avoir du docteur Bemboutrif, et on rappelle encore une fois que les humanitaires sont une des cibles de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Les infrastructures hospitalières sont une des cibles de l'entité sioniste à Gaza. Le carburant est empêché de rentrer, les médicaments sont empêchés de rentrer dans la bande de Gaza. Est-ce que finalement, de votre point de vue aujourd'hui, on peut parler d'une épuration ethnique? Bien sûr. C'est le vieux projet. Vous m'entendez bien là? Je vous entends très bien, monsieur Bousmah. D'accord. Oui, excusez-moi d'abord. Bonsoir. Oui, alors écoutez, c'est le vieux projet sioniste qui se met en application
ce projet sioniste qui existait depuis 1948, ce projet en réalité, dont les sionistes ne se sont jamais départis. C'est-à-dire que le but, et si nous reprenons les cartes anciennes de l'entité sioniste, c'est que le domaine sioniste était beaucoup plus vaste que ce qu'il est actuellement. Il englobait également une partie de la Syrie, de Liban, une partie d'Égypte, etc. Donc, à chaque fois que l'entité sioniste peut se débarrasser d'Arabes, eh bien, elle le fait, que ce soit les Palestiniens, mais pas uniquement les Palestiniens. Tous les Arabes actuellement sont menacés par les sionistes, hein, et surtout ceux évidemment des pays limitrophes de la Palestine occupée. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est ce projet qui se fait en route progressivement, voilà. Et heureusement qu'il y a une forte opposition, hein, mais je crois que les gens doivent comprendre que cette question ne concerne pas uniquement que les Palestiniens. Elle concerne la totalité des Arabes. Très bien. Monsieur Youssef Boumbouzmah, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire finalement que la civilisation occidentale a été basée sur l'utilisation de la famine de masse en tant qu'arme de guerre? Je rappelle notamment Rome lors de la guerre avec Carthage qui a usé de la famine de masse. Le Code Libère en 1863 où le président Abraham Lincoln a ratifié pour expliquer que l'armée de l'Union a le droit d'utiliser la famine comme guerre, ou encore cette fameuse opération famine utilisée une fois de plus durant la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis contre le Japon. Est-ce que tout ce passif de l'Occident pourrait expliquer aujourd'hui ce silence assourdissant de l'Occident face à la famine des enfants et des femmes et des mères dans la bande de Gaza? Bien sûr, tous les précédents historiques que vous citez sont absolument justes. La famine, le massacre ont toujours été les armes principales de l'Occident collectif. Et ces armes, il en a constamment fait usage, que ce soit dans sa conquête de l'Afrique, par exemple, ou dans les conquêtes des Amériques, et vous avez eu raison de citer ces précédents en Amérique, et puis l'utilisation de la famine contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, absolument, ce sont des armes habituelles, et donc ce qui se passe à Gaza est dans la continuité de cette destruction de l'humain tant qu'il n'est pas occidental. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour les Occidentaux, va en guerre, bien évidemment, hein, pour les puissances occidentales, pour les puissances impérialistes, eh bien, il y a des humains et il y a des infra-humains. Il y a des infra-humains dont les peuples du Sud font partie, dont le peuple palestinien fait partie. Et ces infra-humains n'ont pas le droit à la considération que l'on peut avoir pour des êtres humains habituels. Il faut comprendre par être humain, il faut comprendre des Occidentaux. Et effectivement, toutes les armes ont été utilisées, les armes génocidaires ont été utilisées, et on l'a vu également lors des croisades. Hein. Lors des croisades, ce fut également le cas, bien sûr. Et lors des croisades occidentales, comme au XIe siècle. On a à Gaza, en fait, ce qui se passe à Gaza, on a en réduction une sorte de concentré de tout ce dont l'Occident collectif est capable de pire, hein, pour détruire les peuples, pour les affamer, pour les rayer de la surface de la Terre. Très bien, monsieur docteur Ben Boutrif, je reviens vers vous. Est-ce que les témoignages qu'apportent aujourd'hui les humanitaires comme vous, qui sont dans la bande de Gaza, actifs dans la bande de Gaza, pourraient aider ou faire pression sur qui de droit pour parvenir à un cessez-le-feu? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'aussi les Occidentaux se décident à ne plus livrer d'armes à l'entité sioniste? Ouais, il est clair que devant un constat, il y a une population civile qui se trouve en difficulté, qui se trouve dans une situation d'extermination, qui est prouvée, qui est témoignée. On ne peut dire aujourd'hui, le monde ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Maintenant, on ne peut pas dire que aucun crime, aucun drame qui se passe n'importe quel où sur cette planète, que c'est loin de chez nous. C'est pas possible. Maintenant, la distance qui nous sépare des génocides, des drames, des crimes, c'est la distance qui sépare le doigt de nos écrans. Donc c'est vraiment, maintenant, on est en pleine connaissance de ce que vivent les gens qui sont en train d'être exterminés, en train d'être malmenés, en train d'être génocidés. Donc c'est sûr que les politiques occidentaux, entre autres, qui continuent à fournir des armes qui servent contre une population civile, c'est intenable. Et le témoignage de nos équipes
depuis les nôtres ou les autres, il y a des Américains, nos confrères américains, anglais, on a été crié partout, on a été devant l'Assemblée nationale, on a été devant le Sénat, on a été devant le Parlement européen, on a été très peu écoutés, mais il y a eu quand même des effets, les lignes ont bougé, mais ça bouge, c'est vrai que ça bouge très lentement, c'est pas suffisant. On voit un peu des choses qui ont été acquises, on voit des choses qui ont changé favorablement pour la paix, mais c'est pas encore suffisant. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à aider, il faut continuer à témoigner, ce peuple-là, on ne peut pas le laisser tout seul. Par notre humanité, par notre proximité, par notre logique, on ne peut pas les laisser dans cette situation. C'est intenable. C'est intenable. Voir les gens mourir de la façon, voir les torches humaines, voir les têtes d'enfants décapités, voir la misère, voir la souffrance, c'est intenable, c'est impensable, inimaginable au XXIe siècle. C'est pas possible. Et il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Très bien, docteur Ben Boutrif. Je viens vers vous, Youssef Bousmah, à la lumière du témoignage, encore une fois, du docteur Ben Boutrif, qui, je rappelle, se rendra demain dans la bande de Gaza pour une deuxième mission d'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui subit actuellement un génocide. Monsieur Youssef Bousmah, justement, face à toute cette douleur du peuple palestinien, la souffrance du peuple palestinien, le premier ministre de l'entité sioniste menace le Sud-Liban. Que pensez-vous de ce timing, justement, choisi par l'entité sioniste d'exprimer ses volontés expansionnistes au moment où elle occupe le Golan syrien, par exemple? C'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant. L'entité sioniste est dans un cul-de-sac, dans un véritable cul-de-sac. Comment l'entité sioniste ne sait pas quoi faire, puisque tous ces buts de guerre n'ont pas été atteints. Aucun de ces buts de guerre n'a été atteint. Alors absolument aucun de ce qu'on appelle les objectifs stratégiques n'ont été atteints. Il y a certes des objectifs tactiques qui sont la destruction des humains, la destruction de villes entières. C'est absolument terrible, c'est épouvantable, mais cela ne constitue pas des avancées stratégiques. Donc l'entité sioniste est dans la fuite en avant et est susceptible évidemment d'étendre maintenant son agression au Liban solidaire de la Palestine. Et ça c'est la marque même de son échec. C'est la marque même de son échec parce que le problème c'est que le sionisme échouera au Liban comme elle a échoué en Palestine. Et le Premier ministre sioniste s'imagine qu'en attaquant le Liban, il va pouvoir résoudre ses problèmes. En vérité, la guerre a atteint ce qu'on appelle son paroxysme, son point culminant, c'est-à-dire le point au-delà duquel elle devient totalement contre-productive, y compris pour l'agresseur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun objectif stratégique qui a été atteint et désormais, il n'y a que les inconvénients de cette guerre. Cette guerre coûte extrêmement cher. L'entité sioniste a aussi des pertes dans ses rangs qui sont considérables, qu'elle nie complètement. Et elles sont extrêmement importantes, à tel point que maintenant, le Premier ministre est obligé de recruter des religieux. Il veut recruter 60 000 religieux avec la contestation de ces gens-là. Ces gens-là ne veulent pas partir à la guerre, ce sont des religieux des orthodoxes, et cela crée des troubles à l'intérieur même de l'entité sioniste. Cette guerre coûte aussi extrêmement cher, et même si les États-Unis ont dit qu'ils aideraient l'entité sioniste en cas d'agression contre le Liban, que pourraient-ils faire de plus? Ils ne pourront pas arrêter les missiles de la résistance libanaise parce que la distance est trop courte de toute façon. Donc voilà. Donc cette fuite en avant, elle était prévisible. Et elle est la marque même de l'échec de l'entité sioniste à Gaza. Très bien, merci Youssef Bousmah, merci pour cet éclairage et merci de m'avoir accompagné tout au long de ces 26 minutes. Je rappelle que vous êtes militant antisioniste et que vous m'avez rejoint depuis Paris. J'ai également eu le plaisir d'être accompagné ce soir de Khaled Ben Boutrif, médecin humanitaire qui m'a rejoint depuis la Jordanie. Et je rappelle également que vous vous apprêtez à partir demain dans la bande de Gaza pour votre deuxième mission humanitaire dans la bande de Gaza qui subit actuellement un génocide. Monsieur Ben Boutrif ou docteur Ben Boutrif, vous avez fait vœu de voir un peu d'humanité dans l'humanité d'aujourd'hui, mais je pense qu'elle se caractérise au sein de tous les humanitaires qui se déploient aujourd'hui dans la bande de Gaza et qui refusent d'abandonner et qui refuse de laisser la population palestinienne mourir. Merci de m'avoir accompagné ce soir. C'était un plaisir.
J'espère vous recevoir très bientôt pour un nouveau témoignage et pour mettre la lumière sur ce que subit le peuple palestinien. Quant à vous, très chers téléspectateurs, au nom de l'ensemble des équipes de l'échiquier international, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News et à demain.